Parce que notamment en ce moment, on a un peu de mal à valoriser les écorces de chêne particulièrement. Et en tout cas, c'est un moment particulièrement important parce qu'avec la hausse du prix des énergies, eh ben, on a besoin d'une meilleure autonomie énergétique, financière et d'une meilleure valorisation des connexes. Donc globalement, une meilleure équation économique pour les scieries. Donc cet appel à projet biomasse, chaleur, industrie du bois, ça permet justement d'aller dans ce sens-là et de faciliter l'utilisation et la valorisation des sous-produits, des coproduits de la scierie. Donc en tout cas, nous, à Fibois, on se réjouit de cet appel à projet. On remercie l'ADEME beaucoup de cet appel à projet. Je remercie particulièrement Sylvain Bordebeur qui va nous présenter cet appel à projet. Et je suis d'autant plus heureux de l'accueillir qu'il a passé quelques années ici à Arbocentre à l'époque, hein, qui est l'ancien nom de Fibois Centre-Val de Loire. Du coup, je vous propose peut-être qu'on fasse un petit tour de table et peut-être, Sylvain, tu peux commencer? Oui, donc bonjour à tous et effectivement très content de pouvoir faire cette présentation en région Centre, qui est une région qui m'est un peu chère, parce que effectivement j'y avais fait un petit passage. On va faire une présentation à deux voix avec Pauline. Donc moi je suis à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, alors maintenant qui s'appelle l'agence de la transition écologique depuis maintenant une quinzaine d'années. Et du coup, je m'occupe tout particulièrement du développement du bois énergie. Alors historiquement sur les réseaux de chaleur, maintenant beaucoup plus sur l'industrie, avec notamment c'est l'appel à projet, on va dire un peu phare sur ce secteur-là qui s'appelait le BCIAT. Et maintenant, on a effectivement un appel à projet dédié à l'industrie du bois. C'était pour ça que c'est intéressant de le présenter à l'ensemble de la filière, sachant que voilà, il y a eu pas mal d'évolutions et qui vont tous dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment de soutenir un peu plus l'industrie du bois dans ses développements. Merci Sylvain. Peut-être Madame Pauline Champeau, vous pouvez dire quelques mots. Oui, bonjour à tous, Pauline Champeau. Moi, j'ai rejoint l'ADEME et donc l'équipe de Sylvain sur le BCIAT il y a presque un an maintenant. Voilà, donc pour pareil, accompagner les industriels sur les projets de chaleur industrielle. Et donc là, maintenant avec le BCIB, je m'attelle à cette tâche aussi. Voilà. Merci. Monsieur Potier. Oui, bonjour, Ambroise Potier. Donc, je représente la scierie Robert, scierie dans l'Indre, et nous sommes fortement intéressés par ce BCIB. Merci. Monsieur Durieux. Et bonjour, Thomas Durieux, responsable développement chez ABF Décision, société de conseil en financement public et qui accompagne notamment plusieurs entreprises sur la filière bois au niveau national. Merci. Monsieur Le Gallo. Oui, bonjour, Monsieur Gallo, dirigeant de l'entreprise de Bois Solutions F, scierie Négoce du Perche à la Palouterie, donc à Chapelle-Guillaume. Et je suis très intéressé, évidemment, donc, par tout ce qui peut être accompagnement des entreprises. Merci, Monsieur Gallo. Jean-Pierre Caspric et Madame Leloup. Vas-y, Mélanie. Donc, Mélanie Leloup, je suis l'assistante d'Éric Mogineau à la scierie Barillier à Vitte-Foloche. Jean-Pierre Caspric, donc scierie Barillier, je m'occupe surtout d'importation et un peu de projet. Et il y a très longtemps que je n'ai pas participé à une réunion Fibois. Eh bien, bienvenue. Voilà, puis après, ce sont des membres de Fibois. Donc, Olivier. Oui, bonjour à tous. Donc, Olivier Silberberg, je suis animateur bois énergie et chaleur renouvelable sur la région Centre-Val de Loire. Merci, Yann. Oui, donc Yann Chamka, animateur chaleur renouvelable sur le département du Loiret. Voilà, donc j'accompagne les porteurs de projets sur tout le département sur des projets de chaleur renouvelable, dont le bois énergie. Merci. Et Antoine? Oui, donc Antoine Hubert, je suis chargé de mission sur toute la partie forêt et première transformation. Et donc voilà, j'accompagne les entreprises de ces deux domaines.
Voilà. Et donc, il y aura peut-être, merci Antoine. Et du coup, il y aura peut-être Fabienne Vrier qui va nous rejoindre. Mais pour l'instant, elle n'est pas connectée. Donc, je propose que tu démarres cette présentation, Sylvain, si tu le veux bien. Parfait. Peut-être que Pauline, tu vas pouvoir mettre la petite présentation, vous la faire partager. Et puis moi, je vais surtout introduire. Alors, c'est vrai que le point important, c'est qu'on s'inscrit notamment dans la fin des assises de la forêt du bois que vous avez forcément un peu suivi, avec cette volonté je dirais, d'accompagner la filière. Et puis de façon générale, je dirais qu'à l'ADEME, voilà, le bois énergie, et de façon générale, on a une politique de développement du bois énergie depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. C'est vrai qu'on s'inscrit vraiment sur on s'est rendu compte aussi, mais on le sait depuis le départ, c'est que le bois énergie ne peut se développer que si l'ensemble de la filière bois se développe. Bon, ça, c'est un constat partagé. Et donc, il est essentiel pour nous d'avoir un développement du bois énergie harmonieux avec avant tout un développement de la filière bois d'œuvre. Bon, quand on a dit ça, c'est bien, mais comment on fait pour accompagner un peu mieux la filière bois et pour faire en sorte que finalement nos scieurs transforment plus le bois national, donc qu'on arrive à avoir des débouchés pour notre ressource. Et en même temps, plus on va transformer, plus on va générer aussi de connex, et donc plus on peut avoir derrière une politique énergétique lourde. Voilà. Donc donc suite aux assises, on a effectivement, je dirais, encouragé encore un peu plus. Vous voyez, j'ai mon chat là qui est pénible. On a encore encouragé un peu plus la filière bois en allant encore un petit peu plus loin sur les équipements qui seraient éligibles. Alors, c'est des évolutions un peu successives, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez quand même intéressant. C'est qu'on a commencé déjà, la première chose, c'est on sait que le premier pilier dans le développement de la filière bois, c'est notamment le séchage. Et c'est vrai que là-dessus, les séchoirs n'étaient pas forcément éligibles pendant de nombreuses années. On a donc eu déjà cette première évolution. La deuxième évolution assez significative, c'est le renouvellement. Donc ça, c'est quelque chose de quand même assez récent, hein, puisque jusqu'à il y a peu, le renouvellement était pas possible. Donc ça, c'est une évolution significative. Alors après, vous allez voir dans la description que va faire Pauline, c'est qu'il y a quand même des critères. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite dans les projets qu'on va accompagner, c'est avant tout développer l'activité et donc que les projets s'inscrivent pas seulement dans un renouvellement pur et dur, par exemple, mais aussi dans une augmentation des capacités de séchage. Il y a aussi le sujet de la cogénération, hein, qui est un sujet, voilà, il y a une ouverture aujourd'hui qu'il n'y avait pas par le passé. Donc ça, c'est aussi des évolutions qui vont dans le bon sens. Donc, et de façon plus générale, je dirais, il y a une quinzaine d'années, voilà, les projets de l'industrie du bois, les financements qui pouvaient être apportés étaient des fois de l'ordre de 10-20%, c'était déjà très bien. Aujourd'hui, on est quand même arrivé à des niveaux de financement quand même très conséquents sur les derniers projets qu'on a pu accompagner. Donc, je dirais que s'il y a un moment où au moins je pense que la plupart des industriels doivent se poser la question soit du renouvellement de l'équipement, soit de se projeter au niveau de leur activité, je pense que c'est vraiment le bon moment. Alors, dernier point, et puis de toute façon Pauline l'évoquera, c'est que ça c'est aussi un point très important, c'est qu'on vous donne de la visibilité. Et j'insiste là-dessus, c'est pour éviter de la précipitation. Je pense que Pauline va le réévoquer un coup, mais le côté bien étudier son projet. Hein, on a trop souvent dans ces projets-là un peu de précipitation, des risques de surdimensionnement sur les chaudières et des chaudières du coup qui fonctionnent pas très bien derrière. Et donc là, il faut quand même bien prendre le temps de dimensionner correctement pour optimiser les installations. Là, on a une première session évidemment qui est assez court terme, hein, 31 mai, mais on a des sessions qui vont se renouveler et donc ça veut dire que les industriels peuvent très bien se caler pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Voilà. Pauline, je te laisse la main du coup. Oui, je démarre. Donc voilà, comme Sylvain l'a dit, on vous présente l'appel à projet BCIB, donc biomasse chaleur pour l'industrie du bois. J'arrive. Ah, voilà. Donc là, c'est ce que Sylvain vient de dire, le calendrier. Donc effectivement, on a une première session qui a démarré le 23 mars 2022 et qui se clôture le 31 mai. Voilà, c'est une première session un peu rapprochée, mais on attend déjà une deuxième session au dernier trimestre 2022 et après, c'est un appel à projet qui a vocation à se renouveler au moins en 2023 et normalement au-delà. Donc, voilà, c'est exactement les propos de Sylvain juste avant. L'idée, c'est de savoir que
il n'y a pas de panique à présenter un dossier tout de suite et qu'il vaut mieux le peaufiner un peu éventuellement et puis le présenter à une session suivante pour pour qu'il ait aussi le plus de chances possible de pouvoir être retenu s'il est bien monté, puisque c'est un de nos critères. Excusez-moi, hop, apparemment il ne veut pas comme ça. Tac. Voilà. Donc, pourquoi répondre à l'appel à projet BCIB? Donc, voilà, l'idée, c'est pour l'industrie du bois de pouvoir augmenter les capacités de séchage pour l'ensemble des marchés, donc construction, ameublement, emballage. Une spécificité pour la filière bois est vraiment l'idée de devenir autonome énergétiquement avec la valorisation des connexes. C'est le sujet qu'on évoquait en début de réunion. Voilà, il y a des fois des difficultés à trouver des débouchés pour les connexes. Donc là, c'est vraiment la possibilité de les valoriser pour devenir autonomes. Donc c'est les deux points suivants. Et puis, voilà, obtenir un soutien financier dans le cadre de France 2030 pour couvrir les coûts et les surcoûts, surtout d'investissement. Et puis, réduire ses impacts environnementaux par la substitution des énergies fossiles, puisque, bien sûr, c'est un des grands enjeux de l'ADEME et puis des prochaines années. Peut-être sur ce Oui. point-là, Pauline, je vais peut-être compléter. Alors, sur les deux choses, que je pense que la question arrivera assez rapidement, quels sont les niveaux de soutien, et on ne va pas forcément rentrer dans un détail fin, puisque en fait, la demande d'aide, c'est finalement le porteur de projet qui l'a fait. Donc, on vous renvoie la balle. Après, par contre, il y a des critères de sélection et il y a une forme quand même de sélection par rapport entre les projets. Mais ce que je peux vous dire quand même, que l'enveloppe est quand même assez conséquente. C'est quand même intéressant. C'est une enveloppe de 35 millions d'euros par an pendant 5 ans. Donc, tous les ans, 35 millions d'euros qui sont dédiés à cet appel à projet. Donc, ça fait quand même 175 millions d'euros sur la période des 5 ans, en gros. Alors après, ça peut peut-être se consommer plus vite en fonction des projets. C'est évidemment une enveloppe nationale, donc il peut y avoir quand même pas mal de projets, mais elle est quand même dédiée à un cadre, ce qu'on va voir après sur quelles sont les entreprises qui peuvent répondre. Là, on n'est bien que sur l'industrie du bois. Voilà. Et puis, sur la dernière phrase, sur la substitution des énergies fossiles, effectivement, pour nous, c'est la volonté, mais c'est aussi des projets qui s'inscrivent dans le développement de l'activité. Donc, c'est pas, on sait bien que dans l'industrie du bois, certains ont déjà fait le choix de la solution biomasse par le passé. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas éligibles s'ils s'inscrivent bien dans un développement de l'activité. Voilà. Les critères d'éligibilité, voilà, là vous avez en gros le lien vers les industries du bois qui sont concernées, mais bon, voilà, c'est scierie, fabricants de panneaux et entreprises de l'ameublement, donc on retrouve vraiment les industries du bois. Là, on a une spécificité par rapport à l'appel à projet classique BCIAT comme on avait les années auparavant, puisque la production thermique éligible avant, elle était à 12 000 MWh par an. Et donc là, pour les industries du bois qui sont pour beaucoup de plus petite taille, la production thermique, elle a été descendue à 6 000 MWh par an, donc pour pouvoir toucher aussi plus de bénéficiaires. Et donc, voilà, ça représente à peu près 1 mégawatt de puissance thermique. Autre spécificité par rapport au BCIAT, c'est que les installations de cogénération sont éligibles. Mais là, voilà, l'objectif, c'est de rester, c'est ce qu'on disait juste avant, sur de l'autonomie et donc sur de l'autoconsommation, voilà, de la production d'électricité pour sa propre utilisation avec peu de dépassement de la consommation électrique du site. Et puis, encore une fois, ce que disait Sylvain auparavant, le renouvellement des installations, il est possible, mais le critère, c'est qu'elles soient en fonctionnement depuis plus de 15 ans. Je vais peut-être faire tout de suite un point parce que je sais que la question sera sans doute posée. Monsieur Potier, on a déjà échangé, mais du coup, c'est la question sur la cogénération de la spécificité des scieurs feuillus qui ont un écart assez significatif entre leur production, entre leur consommation thermique qui sont assez importantes liées au cycle de séchage et la consommation électrique est relativement faible par rapport au process du feuillu. Et donc, du coup, il y a une discussion en ce moment et donc une proposition d'évolution
de ce critère pour le cas des scieries feuillues qui seraient peut-être en difficulté de bien dimensionner leur installation de cogénération au vu du deuxième critère sur le fait que la production ne puisse pas dépasser la consommation électrique. Bon, c'est pas, je préfère rester encore très prudent parce que on va faire remonter la demande, pas du tout encore sûr que ce soit validé, mais voilà, c'est pour répondre déjà à sans doute cette question qui sera posée. Et une question justement, a priori, de l'entreprise Barrier. Oui, est-ce que c'est vrai que dans les critères pour les cogés, le pourcentage de revente maximum de l'électricité produite ne doit pas dépasser 10%? Oui, c'est bien ça. Alors aujourd'hui, en fait, il y a quand même un frein quand même. C'est un frein. Alors après, la raison de ces aspects-là, nous, on est assez vigilants sur la question de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on souhaite avant tout que les installations soient dimensionnées sur quand même le critère besoin thermique pour favoriser justement les meilleures efficacités. Puis la deuxième, c'est aussi que les connexes qui peuvent être valorisés doivent rester des connexes qui ont peu de débouchés potentiels, notamment sur d'autres filières. Alors c'est pour ça que le sujet est quand même assez sensible. On va dire que sur le feuillu, moins, parce que on va dire que globalement, les connexes de feuillu, ce qu'a d'ailleurs introduit Eric tout à l'heure, trouvent quand même difficilement des débouchés, tout particulièrement pour les écorces et même sur les autres connexes. Donc là, c'est pour ça qu'on est remonté un peu plus sur cette question du feuillu, avec en plus un écart assez significatif entre besoins thermique et besoins électriques, parce que c'est souvent en plus des scieurs qui ont des rendements matière plus faibles, qui ont derrière un fonctionnement qui est pas aussi continu que sur le résineux, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent des fois qu'en 1,8. Bon, on pourrait imaginer d'ailleurs que les activités se développent, c'est tout le but d'ailleurs aussi de ces appels à projets, mais donc du coup pour l'instant on est clairement remonté que sur la question feuillu, et même sur cette question c'est pas évident qu'on ait un retour positif, je le dis tout de suite, parce que notre ministère, en tout cas pour l'instant, dans le contexte, en tout cas actuel, alors avec l'évolution énergétique, on peut imaginer que ça bouge, ne souhaite pas s'inscrire dans le développement fort de la vente d'électricité. C'est-à-dire qu'ils sont sur une logique, là d'ailleurs, la notion de cogénération est passée pour l'industrie du bois que sur une logique d'autonomie. C'est vrai qu'à partir du moment où on n'est pas capable de montrer qu'il y a une adéquation, parce qu'on laisse toujours la possibilité de vendre sur le marché libre pour des raisons, il peut y avoir des pics, etc. Mais par contre, la logique d'avoir à peu près une adéquation entre besoin et production. C'est vrai que si on s'en écarte trop, je pense que nos ministères risquent d'être, en tout cas, risque d'être contradictoire avec la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie et donc d'avoir un avis négatif. C'est pour ça que là, on remonte doucement sur la question du feuillu. C'est pas impossible que dans le futur, cette question-là, avec la nouvelle planification énergétique, soit revue. Mais dans le contexte actuel, pour l'instant, il y avait plutôt une grosse prudence sur le développement de la cogénération biomasse et la volonté de maximiser l'efficacité énergétique d'un côté et de rester sur une logique d'autonomie. Là, on vous a remis la liste des équipements éligibles, donc je ne vais pas revenir sur les éléments un par un, mais bon, voilà, l'idée, c'est tous les équipements liés au générateur de chaleur biomasse, donc y compris économiseurs et condenseurs, puisque voilà, l'objectif, c'est d'aller vers une efficacité énergétique, donc bien sûr ces éléments sont éligibles. Voilà, les autres éléments importants, c'est les séchoirs pour le séchage du bois d'œuvre, de bois de bûche et pour l'industrie du panneau. Et donc on a précisé que l'adaptation de séchoirs existants, par exemple qui fonctionnait au gaz, est également éligible. Et puis spécifique à ce BCIB, les équipements de production électrique dans le cas d'une cogénération, donc turbines et cycles RC. Je réinsiste avec vous, Pauline, tu as tout à fait raison. Les condenseurs, c'est vraiment à regarder de près quand même, parce que vous avez sur l'industrie du bois, entre guillemets, je ne sais pas si c'est une chance, mais vous êtes quand même sur des usages potentiellement basse température, notamment sur certains types de séchoirs. Je pense notamment à des pré-séchoirs qui sont vraiment avec Donc, plus vous êtes en basse température,
plus vous pouvez optimiser votre rendement énergétique. Donc, ça vaut vraiment le coup de ne pas se contenter, entre guillemets, de dire, voilà, j'ai une chaudière de temps, tac, je vais aller prendre une chaudière mais d'en profiter pour investiguer un peu plus la question de la performance du projet. Ça contribue aussi, d'ailleurs, aussi à l'aspect traitement des fumées. Les condenseurs jouent un rôle plutôt assez positif là-dessus. Donc voilà, en tout cas, je vous invite à regarder ce sujet de près dans le cadre des études. Donc là, les rappels des points essentiels d'un projet biomasse-énergie. Donc évidemment, conduire une démarche d'économie d'énergie, puisque l'objectif, c'est de consommer déjà le moins d'énergie possible, enfin de dimensionner correctement l'installation avec voilà, éventuellement des démarches d'efficacité énergétique au préalable. Optimiser donc le dimensionnement pour fonctionner à un taux de charge convenable entre guillemets, ce qui garantira aussi un meilleur rendement. Définir un plan d'approvisionnement en biomasse. Là, pour le cas de l'industrie du bois, ça sera souvent de l'autoconsommation. Voilà, c'est un sujet qui est important pour nous et qu'on va regarder. Donc, voilà, l'origine des combustibles, la provenance, les types de combustibles, etc. Recourir à des systèmes de traitement des fumées performants. Donc, bien sûr, voilà, il va falloir respecter de toute façon des normes. Et puis, c'est le sujet de la qualité de l'air est de toute façon très important. Et puis, optimiser le montage technique et financier, ça, c'est aussi parce que c'est un critère de sélection pour nous après. Donc, voilà, il faut... c'est un dimensionnement de l'installation qui sera regardé. Et donc, pour faire tout ça, c'est possible il faut faire une étude de faisabilité en amont et le soutien de l'ADEME est possible. Donc ça, c'est directement en lien avec les directions régionales qui peuvent accompagner subventionner les études de faisabilité. Et puis, on vous a mis juste en dessous, c'est pour ça qu'on vous transférera de toute façon la présentation, puisque vous avez le lien juste en dessous pour accéder à la plateforme sur laquelle il est possible de faire cette demande. Peut-être deux petits points de focus. Le plan d'approvisionnement, c'est vrai que souvent, sur les industries du bois, il y a un peu la notion de dire c'est bon, de toute façon, je maîtrise mon plan d'approvisionnement, j'ai mes connexes. Attention, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, on a toujours une vigilance sur comment les connexes sont valorisés aujourd'hui. Est-ce que ça va mettre en difficulté éventuellement les filières sur lesquelles sont positionnés actuellement les connexes? Donc ça, systématiquement, dans le plan d'approvisionnement, ça ne suffit pas de dire je suis en autoconsommation, donc c'est bon. Non, il faut pouvoir être capable de dire voilà, globalement, c'est valorisé, je dis n'importe quoi, à 300 km. Ça ne va pas mettre en difficulté l'activité parce qu'il y a d'autres produits plus proches. Enfin voilà, bon, donc il faut quand même un petit argumentaire sur la question du plan d'approvisionnement. Et puis sur les systèmes de traitement de fumée, peut-être en complément de ce qu'a dit Pauline, c'est d'anticiper. Voilà, évidemment, c'est de respecter la réglementation, mais c'est aussi d'anticiper. C'est un sujet quand même assez sensible, la question des traitements des fumées en lien avec la qualité de l'air. Et donc, du coup, il vaut mieux challenger un peu aussi les constructeurs sur la capacité à respecter, à aller encore un peu plus loin que la réglementation pour pas se retrouver dans 3, 4 ans ou 5 ans avec une évolution réglementaire qui fait que le matériel est plus compatible. Voilà. Là, on vous a mis simplement des deux exemples de projets type BCIB pour pouvoir un peu identifier voilà, qu'est-ce que c'est un projet BCIB. Donc, on a mis un cas de résineux, c'est la scierie du Cray en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est des installations de puissance un peu plus importantes que les 6000 MWh parce que c'est des projets déposés dans le cadre du BCIAT. Donc, voilà, la production minimum, c'était 12 000 MWh. Voilà, c'est un projet qui aurait pu être déposé maintenant dans le cadre du BCIB. Voilà, donc c'est une usine qui avait un projet, c'est une entreprise qui avait un projet d'une nouvelle usine de bois massif à bouter, avec de nouveaux séchoirs et puis l'installation d'une nouvelle unité de granulation.
Là, ils avaient le souhait de faire de la production d'électricité en autoconsommation pour augmenter leur indépendance énergétique. Les caractéristiques de l'installation, donc c'était une installation de 5 mégawatts, donc, comme je disais, avec une cogénération avec 23 000 mégawattheures thermiques et quasiment 6 000 mégawattheures électriques. Donc, une belle installation déjà. Et puis, les traitements des fumées performants, puisqu'ils ont installé un multicyclone et puis un électrofiltre. Donc là, vous avez un exemple d'approvisionnement avec quasiment 18 000 tonnes de biomasse. Donc, on indique bien les provenances Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. La droite, en gros, c'est le camembert des consommations avec de l'écorce en autoconsommation à plus de 50% et puis la part restante en plaquettes forestières. Et puis, voilà, quasiment 5000 tonnes de CO2 d'origine fossile évitées par an. Donc ça, c'est un exemple type résineux et ensuite, on a mis un exemple type feuillu en Bourgogne-Franche-Comté avec une activité, l'activité du site qui est le séchage de bois de chauffage avec une chaufferie biomasse. Ils avaient leur connex partait dans une usine de panneaux dont l'activité s'est arrêtée et donc là il y avait un projet de séchage des connexes pour la production de bûches densifiées, donc projet de développement d'une nouvelle activité. La chaudière une chaudière existante de 2 mégawatts, on passerait à une chaudière de 5 mégawatts. Ça fait plus de 15 000 mégawattheures de production pour couvrir 100% des besoins du site. Donc, pareil, une volonté d'indépendance. Les traitements des fumées, là, ils sont partis sur un cyclone et un filtre à manche. Et puis, on revient à la question de tout à l'heure. Là, il y a eu une installation d'un économiseur pour atteindre 93% de rendement, ce qui est une bonne... par rapport au projet, ça c'est un bon rendement. Et sur l'approvisionnement, on est à 12 000 tonnes de biomasse en provenance donc Bourgogne-Franche-Comté. Pareil avec de l'autoconsommation d'écorce à plus de 50% et puis le reste en plaquettes forestières. Là, j'ai ajouté la spécificité, c'est qu'il y a sur les plans d'approvisionnement, il y a un taux PFC minimum qui est demandé, qui correspond au taux régional de couverture PEFC. Et eux, ils sont allés beaucoup plus loin puisqu'il y a 60% de bois PEFC sur le plan d'approvisionnement. Deux petites corrections qu'on va vous mettre parce que là, c'est pas 76 500 tonnes, hein, sinon on aurait. C'est plutôt. Il y a un facteur 10 là, donc on va corriger, mais ça doit être plutôt aux alentours des 7000. Et puis le deuxième aspect, parce que sinon vous allez me dire, c'est quand même bizarre des scieries qui ont comme activité le séchage de bois de chauffage. En fait, là, on a fait un focus sur cette activité, mais on va rappeler quand même la scierie des Chazos, c'est l'une des dernières scieries qui fabrique des traverses de chemin de fer en France. C'est la principale, je crois qu'elle est leader sur la traverse de chemin de fer en chaîne. Donc voilà, il faut qu'on remette quand même que cette activité-là de sillage. Je crois qu'il y avait une question pour l'entreprise Barrier. Oui, j'ai entendu dire par des collègues également que l'importance des aides de l'ADEME dépendait du résultat d'exploitation et pour avoir des aides de l'ADEME optimum, il fallait avoir un compte d'exploitation négatif. Alors, compte de résultat, c'est plus, vous voulez dire par rapport à la structure, c'est-à-dire à la société, ou par rapport au projet? Oui, par rapport à la structure. Par rapport à la structure. Ah non, alors là, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, en fait, on ne peut pas normalement accompagner, alors sauf cas particulier, mais c'est assez compliqué, des entreprises qui seraient en difficulté. Alors, la notion d'entreprise en difficulté, c'est peut-être pas seulement d'avoir un compte de résultat négatif, hein, parce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Hein, donc c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que des entreprises qui ont plutôt une solidité financière, c'est pas un critère pour pas les financer, hein, pas du tout. Et plutôt, je dirais que ce sera plutôt plus compliqué si l'entreprise a des difficultés que si elle n'en a pas du tout, ou même qu'elle dégage des sources de revenus. Donc on n'est pas du tout on ne regarde pas en fait. Je dirais qu'on regarde la structure financière de l'entreprise que si justement elle est en difficulté. Mais si par contre justement l'entreprise n'est pas en difficulté, d'ailleurs dans les documents à remettre, vous avez un document qui est justement une attestation comme quoi
l'entreprise n'est pas en difficulté et vous devez remplir un petit document Excel, et c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que justement, s'il n'y a pas de difficulté, on ne va pas regarder plus loin la structure. Si par contre il y a des difficultés, on va être obligé d'investiguer un peu plus fort. Et ce qui compte pour nous, après, c'est plutôt le projet. Alors c'est vrai qu'on n'est pas rentré trop dans le détail. Ça va être, ça on pourra peut-être revenir juste après, hein, si il y a des questions là-dessus, c'est que l'aide, en fait, c'est vous qui la demandé, mais nous, après, on va faire une analyse économique comparative. Alors, je sais bien que pour vous, c'est des fois un peu très théorique tout ça, parce que vous, en tant qu'industriel du bois, quand vous faites ce projet-là, vous le comparez quand même potentiellement aux autres énergies alternatives. Donc nous, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire on va regarder une chaudière, par exemple, là, si on prend l'exemple, une chaudière de 5 mégawatts, ben, on va dire, vous auriez fait une chaudière de 5 mégawatts au gaz. Et pareil sur le séchoir, c'est aussi un point très important, c'est que dans le dépôt de votre dossier, autant la partie chaufferie, on vous demande rien, enfin on vous demande rien, on vous demande uniquement de nous décrire tous les coûts associés à la solution bois, mais on ne vous demande pas de nous décrire la solution de référence au gaz, puisque nous, on a suffisamment d'historique pour calculer à peu près ce qu'est le coût d'une chaudière gaz. Par contre, sur la partie séchoir, on vous demande de nous dire, voilà, vous avez choisi par exemple une solution de séchage à tel coût, quelle aurait été une solution de séchage plus low cost, enfin forcément moins élevée en termes de coût et surtout moins performante. Et nous, on va prendre la différence entre les deux. Donc, il faut être capable pour nous de nous dimensionner la solution qui est la plus performante pour vous et celle que vous avez retenue financièrement par rapport à une solution sans doute moins coûteuse et moins performante que vous n'avez pas retenue pour la partie séchoir. Parce que nous, on s'inscrit en fait dans le cadre d'un régime d'aide, de régime européen qui systématiquement demande à ce que le financement qu'on apporte soit sur un surcoût d'investissement par rapport à une solution de référence. Voilà. Merci beaucoup pour les explications. Donc là, après ces deux exemples, les critères de sélection. Donc c'est nous tout ce qu'on va regarder quand les dossiers seront déposés pour voilà, voir quel dossier on va pouvoir accompagner dans le cadre du portefeuille qui nous est alloué. L'augmentation des capacités de séchage, l'efficacité énergétique et environnementale, bon, ça c'est ce qu'on disait avant, évidemment c'est un point important. Le ratio en aide en euros par rapport à l'énergie annuelle produite à partir de biomasse, donc les projets les plus efficaces et qui demandent le moins d'aide par rapport à ce qu'ils vont produire, évidemment, c'est un critère important. Et puis, ce qui va être regardé aussi, c'est l'engagement en contractualisation des approvisionnements par rapport à l'activité globale de l'entreprise. Donc, Sylvain, je peux te laisser un peu peut-être compléter ça. Alors, c'est vrai que par rapport aux critères de sélection passés, ça s'est peut-être un peu complexifié d'une certaine manière, parce que d'ailleurs, avant, on n'avait qu'un seul critère, hein, on va dire, pour classer les projets, c'était le ratio aide en euros par mégawattheure ou par tonne de CO2 évité. Bon, ça revient à peu près au même. Là, on a rajouté quelques éléments. Alors évidemment, parce que le but est avant tout. Alors, il n'y a pas de classement par rapport à ces critères-là, mais c'est vrai que, comme on l'a expliqué au départ, le but est de développer la filière. Donc, c'est pour ça que l'augmentation des capacités de séchage, c'est pour nous important, puisque c'est le premier moteur et première raison de cet appel à projet. Bon, l'efficacité énergétique, ça, c'est parce qu'on veut évidemment pas gaspiller entre guillemets la biomasse, l'optimiser au maximum. Le ratio d'aide, c'est parce que voilà, ça c'est pour l'efficacité des fonds publics. Le quatrième critère, on est beaucoup plus sur une logique du ministère de l'Agriculture, qui est un des ministères qui pilote aussi avec nous cet appel à projet, qui avait le souhait de faire un lien sur les différents mécanismes de financement de la filière bois, faire un lien sur la contractualisation, pour pousser un peu, quelque part, des engagements et développer aussi toutes les filières amont. Et donc, du coup, c'est assez récent, ces affichages-là. Je sais qu'il y a eu des accords signés, et donc, du coup, nous, on s'inscrit dans le cadre de ces accords. Alors, pour être très transparent, hein, ce critère-là, il ne va pas être toujours très très simple, mais vous avez quand même un document à signer sur des engagements à l'horizon 2025. Donc évidemment, nous, ce n'est pas un critère qu'on va vérifier dès le moment où on va engager le projet. On va seulement vérifier que vous êtes bien engagé à respecter à minima les taux qui sont fixés dans le cahier des charges, qui doivent être de
30% à l'horizon 2025, je crois que c'est ça, mais je ne veux pas dire de bêtises. Et on le vérifiera surtout. Oui, je confirme, c'est bien 30%. Il me semble que c'est 30%. Et on le vérifiera dans le cadre de la convention, c'est-à-dire au moment du versement de nos soldes d'aide. Donc voilà, donc il faut au moins l'avoir en tête. Je dirais qu'en termes de dimensionnement, à date, je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter si vous n'êtes pas capable de le respecter, mais à minima, dans le cadre de la contractualisation derrière avec nous, il faudra le faire. Puis le dernier critère, alors c'est un critère peut-être pas toujours, peut-être un peu plus subjectif, j'aime pas trop le mot, parce qu'on essaye nous de l'objectiver au maximum. La maturité du projet, ça englobe plusieurs aspects. Le fait d'avoir mené une bonne étude de faisabilité en amont, d'avoir bien dimensionné l'installation sur une bonne évaluation des besoins thermiques. J'insiste là-dessus parce que je sais que c'est le maillon un peu faible de la filière bois. Pourquoi? Parce que surtout quand vous avez une installation existante, vous avez des fois une installation qui a été dimensionnée à un moment donné à 2 MW ou à 3 MW, et puis en fait, vous savez même plus trop combien de bois, quelle quantité de bois est consommée par la chaudière. Et donc, au moment de redimensionner, vous dites, je vais remettre du 3 MW. Mais à la limite, vos séchoirs ont pu être optimisés depuis. Et donc là, c'est vraiment important d'aller plus loin que seulement se dire, je crois que c'est bien des 2 MW parce que c'est ce qui est inscrit sur la chaudière. Il faut être capable d'aller voir si elle fonctionne à plein régime ou pas déjà, si vous en avez une chaudière, ou de trouver le moyen d'évaluer par les appels de puissance, notamment des séchoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même faisable de modéliser aussi les appels voilà. Donc il faut, c'est ça la maturité du projet. Pour nous, c'est un projet bien étudié, avec un calendrier précis, et le fait que, en gros, dès qu'on va nous valider le projet, on sait que vous êtes quasiment prêt à commander les chaudières. Ça, ce sera des éléments positifs. Là, on a rajouté une petite slide. En fait, c'est pour aller un peu plus loin. C'est pour les projets qui seraient entre 1200 et 6000 MWh. Voilà, c'est simplement pour dire qu'il existe une aide forfaitaire pour accompagner ces projets dans le cadre du fonds chaleur. Donc là, on sort du BCIB, mais voilà, on reste dans le cadre du fonds de chaleur. Et puis voilà, c'est avec des conditions d'éligibilité qui sont les mêmes que pour le BCIB, mais à l'échelle de ce projet, avec la réalisation d'une étude donc de faisabilité avant, et puis voilà, les respects des exigences sur le dimensionnement, les équipements de production, voilà, le plan d'approvisionnement comme on a pu le voir juste avant, puis la qualité de l'air. Enfin voilà, c'est les mêmes points importants sur l'éligibilité. Et par contre, là, l'aide est calculée, est déterminée par forfait, donc en fonction de la production de chaleur sortie chaudière. Donc là, pareil, on vous a mis le lien directement pour atteindre la page dédiée sur la plateforme. En fait, la plateforme Agir, c'est une plateforme dédiée à l'ADEME qui permet de recenser tous les dispositifs d'accompagnement et sur lequel il y a ce dispositif en particulier. Donc là, c'est vraiment pour le cas de plus petits projets. Et puis là, on a le petit lien sur la plateforme pour le BCIB qui est sur cette page-là. Voilà. Voilà, et puis peut-être en complément, voilà, là vous avez le lien. Alors je sais bien que parfois pour les entreprises du bois, et puis de façon plus générale, pas toujours évident de comprendre le dispositif, même si là le dispositif a peu changé depuis une dizaine d'années. Je pense que du coup, côté j'allais dire Arbocentre, maintenant Fibois, maintenant Centre-Val de Loire. Je pense que ils peuvent aussi vous aider, vous accompagner dans le dépôt des dossiers. Après, évidemment, sur les aspects purement énergétiques, là, il y a peut-être besoin d'être accompagné par des structures plus spécialisées. Mais voilà, ça reste relativement simple. On ne vous demande pas de la grande littérature, mais c'est vrai qu'en gros, les points importants qu'on a évoqués tout à l'heure, voilà, entre le plan d'approvisionnement, le dimensionnement thermique, le dimensionnement financier, là, il faut être assez précis. Donc, il faut soit vous faire accompagner, soit vous avez les compétences en interne pour le faire. Et puis, voilà, je suis très content en tout cas de ce webinaire pour pouvoir diffuser l'information aussi aux interprofessions qui ont, à mon sens, dans le cadre de cet appel à projet, un rôle à jouer dans l'accompagnement.
Oui, alors on peut dire qu'on a déjà commencé à diffuser l'information et on va continuer, hein. Et bien sûr, Olivier et Yann sont à votre disposition pour vous aider à monter ces projets. On ne fera pas, nous, des études de faisabilité, hein. Ça va être des bureaux d'études thermiques qui les feront. Mais nous, on vous accompagnera pour démarrer, pour avoir un espèce de prédimensionnement, pour faire en sorte que vous puissiez optimiser rapidement et partir sur des bonnes bases sur votre projet. Voilà. Et bien sûr, on le fera en lien avec l'ADEME parce que dès qu'on aura des questions, on ne manquera pas d'appeler Sylvain ou Pauline ou nos interlocuteurs à l'ADEME pour avoir des précisions si c'est nécessaire. Oui, bah, c'est bien que c'est vrai que j'avais invité, mais je crois qu'il pouvait peut-être pas être disponible, notre ADEME régional, puisque c'est vrai que donc vous avez aussi des interlocuteurs. Alors je sais que ça a bougé un petit peu, je veux pas dire de bêtises, parce que je sais qu'historiquement c'était Pierre-Louis Cazot, mais maintenant je crois que c'est plus trop lui qui suit C'est directement. Céline Méniel. C'est Voilà, Céline Méniel qui nous suit. Bon, elle est en congé maternité, mais elle va bientôt rentrer. Voilà, donc Et, c'est pour ça qu'ils pouvaient sans doute pas être présents parce qu'ils étaient un peu pris par ailleurs. Mais pour la question des études de faisabilité, de toute façon, vous pouvez, voilà, maintenant c'est le côté aussi assez positif. Alors c'est toujours bien d'avoir un échange et un contact direct. Vous pouvez évidemment, si vous avez des questions, passer directement au niveau national. Nous on relaiera l'information. Et puis sinon, maintenant on essaye d'être de plus en plus avec des dispositifs en ligne où vous pouvez déposer directement le dossier, ce qui simplifie un peu la procédure sur le plan administratif. Je crois qu'il y a une question de l'entreprise Barrier. Oui, tout à fait. C'est peut-être plus d'actualité, mais je me souviens, il y a quelques années, avoir essayé de monter des projets avec l'ADEME. Et je me souviens qu'à l'époque, en contrepartie d'un projet, il y avait une participation de l'ADEME au capital de l'entreprise. Est-ce que c'est toujours d'actualité, cette condition? Alors, pas pour ce dispositif-là. C'est-à-dire que effectivement, on a plusieurs dispositifs à l'ADEME. On a des dispositifs qui sont plus dans une logique presque d'investissement chez nous. C'est plutôt les investissements d'avenir qui sont dans cette logique d'investir soit en capital, soit même avec des notions, par exemple, d'avance remboursable, parce qu'on considère que voilà, il y a un risque au départ, mais qu'il y a un revenu derrière qui peut être assez fort dégagé par le projet. Là, c'est différent parce qu'on ne considère pas vraiment, même si il y a quand même un lien, que la mise en place d'une installation énergétique est vraiment une installation qui s'inscrit dans entre guillemets, voilà, qui va dégager des revenus potentiels importants. C'est avant tout pour assurer l'autonomie énergétique et financière de la structure, permettre son développement. Mais voilà, c'est pas en soi un projet qui dégage directement une grande valeur ajoutée, quoi. Enfin, donc c'est pour ça que non, là, on est vraiment sur un dispositif de subvention entre guillemets classique chez nous à l'ADEME. D'accord, donc vous me confirmez, dans le cadre du BCIB, il n'y a pas d'obligation de l'entreprise de faire participer l'ADEME à son capital? Non, pas du tout. Ok, merci. Il y a d'autres questions éventuellement? Oui, moi j'aurais une question. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très clair. Je reviens sur la question du dimensionnement et de la cogénération. Est-ce que donc j'ai bien compris que sur la revente d'électricité, ce n'était pas l'objectif. Par contre, se connecter à un réseau de chaleur, s'il y a du surplus, est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable? Oui, on est plutôt oui. Alors après, je suis toujours un peu méfiant là-dessus. Je sais pas, sur le principe, c'est souvent, ça peut être assez intéressant, surtout qu'en plus, c'est vrai que les usages énergétiques d'une scierie peuvent être assez proches des besoins énergétiques d'un réseau. Je veux dire au sens des fluides, de la température, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas très éloigné en termes de régime de température. Il y a quand même une problématique, c'est que le réseau de chaleur va pas fonctionner toute l'année. Donc, vous allez avoir une difficulté dans le dimensionnement, c'est à part vous retrouver à trop surdimensionner parce que vous allez vous retrouver sinon pendant les 5 mois où il n'y a pas de fonctionnement du réseau de chaleur à avoir potentiellement une chaudière à fonctionnement plus réduit. Donc, si c'est, on va dire, un petit complément, que ça ne nécessite pas un très gros réseau de chaleur à tirer, ça mérite d'être étudié. Si par contre, quelque part, ça met en difficulté l'optimisation du dimensionnement de la chaudière et puis qu'il faut tirer un gros réseau, je suis plus mitigé. Et puis après, le deuxième point, c'est des fois le montage public-privé.
bon, il faut des fois se méfier parce que après, ça veut dire que vous devenez un peu fournisseur d'énergie. Vous avez des contraintes aussi. Ça veut dire que derrière, bah, voilà, il ne faut pas que vous mettiez en difficulté le réseau. Donc, voilà, il y a tout ça à bien border, je dirais, les aspects énergétiques et juridiques. Donc, voilà, au stade d'une étude, je trouve que voilà, c'est intéressant si vous avez à proximité directe des besoins de les regarder. Ce serait dommage de passer complètement à côté. Et je pense que là, bah, côté Fibois, ça peut être voilà, intéressant dans le cadre de l'étude d'opportunité ou de la réflexion en lien avec le bureau. Parce que souvent, le bureau d'études thermiques, si vous ne l'avez pas branché dessus, il va pas y aller, quoi, hein. Il faut du coup bien dans votre étude les orienter aussi sur ce volet-là parce qu'il va falloir aller chercher justement avoir les liens avec la collectivité pour connaître bien les besoins, etc. Ok, parfait, merci. Et si je peux me permettre, j'aurais une autre question. Pour une entreprise qui augmente sa capacité de production, qui investit dans de nouveaux séchoirs, par exemple, et qui voudrait augmenter la puissance de sa chaudière existante, est-ce que ça rentre dans le cadre du BCIB si les critères sont respectés ou pas du tout? Alors, oui, la partie augmentation de capacité de séchage, elle est totalement éligible. Ce que je comprends, c'est plutôt alors ça, c'est souvent une difficulté qu'on a, mais qu'on peut intégrer, c'est l'évolution dans le temps. C'est-à-dire que, en fait, il va y avoir plusieurs types de projets. C'est-à-dire que celui qui s'engage à faire, je sais pas, 4 séchoirs tout de suite et puis en lien avec une nouvelle chaudière, il peut y avoir le projet qui est de dire, je mets 4 séchoirs tout de suite et puis 4 nouveaux séchoirs dans 2 ans. Bon. C'est pas ce qui est le plus simple pour nous en termes d'instruction, mais évidemment, on peut essayer d'intégrer une montée en puissance. Et là, pareil, grosse vigilance sur le dimensionnement. On a un cas d'ailleurs très concret qui ont eu des difficultés parce qu'ils étaient partis là-dessus. Ils ont en fait mis en place une chaudière de, je crois que c'est à peu près 6 mégawatts, avec un séchoir, un premier séchoir, mais qui tire qu'un tiers de la puissance. Et ils avaient du mal, du coup, à respecter à la fois les obligations réglementaires sur les aspects fumés et évidemment, l'installation fonctionne plutôt moyennement bien. Donc, et ils attendent, en gros, ils ont mis cette chaudière de 6 mégawatts dans la perspective du deuxième séchoir qui serait, bon là c'est des très gros séchoirs, qui serait installé 1 ou 2 ans après. Mais ça veut dire que pendant 1 ou 2 ans, vous avez le risque d'avoir une chaudière qui fonctionne de façon assez peu optimisée. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est ouvert. Clairement, le fait de développer les capacités de séchage, même en 2 temps, ça ne nous pose pas en soi de problème, mais il faut être très vigilant sur le dimensionnement thermique. Parfait, merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Monsieur Gallo, je vois que vous avez levé la main. Oui. Oui, simplement, en fait, pour dire mon sentiment, que j'ai le sentiment que c'est fait tout de même pour des grosses structures et non pas des petites structures comme la nôtre. Petite Syrie, c'est un peu le sentiment que j'ai. Et la deuxième chose, c'est que nous, on part d'une page blanche avec la volonté, en effet, donc, de valoriser surtout les écorces qui sont une plaie pour les scieries. Et bon, j'étudierai certainement, mais j'ai l'impression qu'on ne passera pas forcément les critères de puissance, notamment. Voilà, c'est pas une question, c'est simplement une réflexion par rapport à tout ce que l'on a pu dire. Vous avez peut-être raison, c'est-à-dire que si vous êtes au tout début, c'est sûr que l'appel à projet, il s'inscrit quand même, bon, même si on a baissé les seuils, mais c'est vrai qu'un mégawatt de puissance thermique, et c'est vrai que ça, on a essayé d'illustrer, mais plutôt sur des dossiers passés, ça mériterait de le convertir, mais il faut quand même déjà avoir quand même des capacités de séchage non négligeables pour atteindre ce mégawatt. Alors en dessous, on peut quand même avoir des aides, c'est pour ça qu'on a mis la dernière slide, mais c'est vrai que les aides vont être plutôt plus intéressante sur un projet qui se développe de façon importante avec des capacités de séchage. Donc, par contre, ce qui est, à mon sens, ce qui est bien, c'est que vous ayez participé à la réunion là, que peut-être au niveau de Fibois, puisse y avoir une analyse sur un cas aussi concret. Ça peut nous permettre d'évoluer aussi un peu. On avance, on a baissé le seuil. Alors, je ne dis pas que le seuil baissera encore plus, mais je dirais que d'avoir des cas concrets sur des projets peut-être plus petits, ça ne fera peut-être pas évoluer l'appel à projet parce que nous, en fait, comme c'est un appel à projet national, il n'y a pas la volonté non plus d'instruire 150 dossiers. Par contre, le mécanisme forfaitaire du dessous, je sais qu'il y a des discussions actuellement pour le remonter.
les niveaux de forfait. Ils sont relativement bas aujourd'hui, donc, mais peut-être pour intégrer justement des éléments de séchage, des choses comme ça, on peut très bien imaginer que ces forfaits évoluent. Et pour ça, en général, je sais que côté ADEME, si on n'a pas d'éléments concrets pour le faire, c'est-à-dire que si on n'a pas un dossier, souvent à l'ADEME, on dit on ne va pas faire évoluer nos forfaits si on n'a pas de projet en face. Donc c'est quand même intéressant même si votre projet ne s'inscrit pas directement dans l'appel à projet, vous avanciez sur l'étude de faisabilité, le dimensionnement de ce que serait cette chaudière, et puis ensuite de voir si ça rentre dans les clous ou si vous êtes effectivement trop décalé par rapport aux critères. Et quand vous parlez de forfait donc relativement bas, vous pensez à quel montant? Alors en fait là le mieux ce serait c'est vrai que on aurait dû faire ça, Pauline, on va le réinsérer dans la présentation qu'on vous enverra. En fait c'est des forfaits qui sont calculés automatiquement en fonction de la production. D'accord. Alors pour 1200 mégawattheures, je sais plus, ça fait peut-être 100 000 euros, quelque chose comme ça, mais il faut que ça on va pouvoir vous le renvoyer, hein, c'est vraiment un calcul complètement automatique, c'est-à-dire on va pouvoir, on va le faire hein, dans ce qu'on va vous renvoyer. En fait, on va vous faire le calcul à 1200 mégawattheures, à 6000 mégawattheures, enfin, qui est le seuil finalement où on bascule potentiellement, et puis peut-être un d'intermédiaire. En fait, c'est vraiment un calcul totalement automatique. Comme ça, vous aurez vraiment une idée de quel montant vous pourriez avoir. Lui, il est uniquement lié à un critère simple qui est la production de chaleur thermique. Peut-être pour réagir sur d'autres dispositifs effectivement qui existent en région et notamment avec l'ADEME et le Conseil régional, on a le dispositif Cote ENR qui permet d'accompagner par contre jusqu'au dispositif de séchage, c'est-à-dire que les séchoirs ne sont pas éligibles, mais on peut aller jusqu'à 45% sur la partie ADEME plus région. Et puis, on a également les aides du FEDER qui permettent d'aller jusqu'à 65% du surcoût de l'installation sur les territoires qui sont engagés dans un COT. Donc, on a également ces dispositifs-là pour des projets qui seraient plus petits, qui intégreraient pas les séchoirs, mais qui sont des aides significatives déjà pour toutes les entreprises, et y compris l'industrie du bois. C'est très bien, Olivier, que tu complètes, parce que je pense d'ailleurs peut-être qu'on vous renverra côté Fibois, donc on va faire les toutes petites corrections parce qu'il y avait deux petites coquilles. On vous renverra la présentation en PPT, comme ça peut-être que vous pouvez la compléter avec le dispositif COTE. Moi, j'ai pas voulu le mettre parce que je sais que c'est souvent assez territorialisé avec des critères, donc j'ai pas trop voulu mettre le dernier volet, effectivement, Cote ENR, qui permet même d'aller en dessous des 1200 mégawattheures. Mais très bien je pense qu'une slide supplémentaire permet de montrer qu'il y a quasiment pas de trou dans la raquette. Alors, dans le cadre de l'accompagnement des projets. Après, évidemment, les modalités, les niveaux d'aide ne sont pas forcément les mêmes. C'est vrai que là, en BCIB, il y a vraiment un coup de pouce très significatif avec les séchoirs, même la COGé. Mais c'est vrai que même pour les projets plus petits, il y a quand même des cadres pertinents. Donc, en tout cas, par rapport au stade où vous en êtes de réflexion, je pense qu'il ne faut pas, entre guillemets, baisser les bras tout de suite en se disant, de toute façon, je n'aurai pas d'aide. Il faut plutôt essayer d'avancer sur le dimensionnement de l'installation et voir s'il y a, avant tout, de toute façon, dans ces projets-là, même s'il y a une aide, hein, je préfère le dire parce que c'est quand même toujours important, et c'est qu'il faut quand même que le projet il tienne aussi un peu la route, indépendamment presque des aides. Les aides vont donner le coup de pouce supplémentaire pour rendre le projet viable un peu plus fortement économiquement, vous aider aussi à financer le projet. Clairement, on sait que les industries du bois n'ont pas des grosses capacités financières, et donc du coup, mais il faut quand même que de toute façon le projet il soit structurant et bien positionné dans l'entreprise, indépendamment de l'aide. Oui, bien sûr, j'entends bien. Merci. Jean-Pierre ou Madame Leloup, vous avez Oui, j'ai une question plus particulièrement pour Olivier. Dans le cas où de la COGé où le frein des 10% soit levé, parce que je pense qu'il va l'être à terme, au niveau foncier, pour une COGé, c'est quel encombrement, Olivier? On peut aller sur plusieurs centaines de mètres carrés. Hein. Oui, mais je parle entre le stock amont de biomasse, etc. Sur le stockage, après, effectivement, c'est pas forcément
prégnant au regard de bâtiments quand on est sur des connexes de qualité grossière. Par contre, effectivement, sur l'installation elle-même, voilà, on doit respecter les normes de construction, feu notamment, voilà, et toute l'emprise de l'installation de cogénération, de la chaudière et puis des séchoirs, voilà, ça prend plusieurs centaines de mètres carrés. On est de l'ordre d'un hectare, quoi. Pardon? On serait dans l'ordre d'un hectare. Oh, j'irai pas jusque-là quand même. Non? Ouais, je pense quand même un peu moins, moi aussi. Je pense que, enfin, en fait, c'est vrai que l'équipement parce que c'est plutôt de voir l'équipement de cogénération, il va engendrer une augmentation effectivement de foncier, mais bon, voilà, de toute façon, la chaudière au départ, c'est-à-dire que le cycle ORC, ça dépend, enfin, par rapport à la chaudière, reste quand même plus petit. Hein, c'est quand même. Après, ce qui a été évoqué d'ailleurs dernièrement avec une réunion qu'on a eue là, avec la FNB, c'est quand même d'étudier. C'est pour ça que sur la cogénération, j'ai toujours un peu de prudence sur les impacts que ça peut avoir. Hein. Il y a un impact sur le raccordement électrique, donc il faut être capable déjà de faire cette étude-là en amont ou en parallèle, parce que les coûts peuvent être vite dissuasifs, coût de raccordement électrique. Derrière, c'est vrai que c'est un peu moins neutre en termes d'exploitation. C'est-à-dire que l'exploitation peut être un petit peu plus complexe si vous êtes sur une installation de ce type-là, parce que vous avez, alors soit vous passez par des cycles vapeur, soit par des fluides avec un cycle ORC, mais ça veut dire, voilà, c'est des chaudières un tout petit peu plus complexes en termes de pilotage qu'une simple chaudière. Donc c'est pour ça que moi, enfin voilà, sur cet aspect cogé, je sais que bon, on a d'ailleurs eu pas mal de discussions avec la Fédération nationale du bois sur le sujet. Nous, on est tout à fait ouvert. On trouve que la cogénération a sa pertinence, mais il ne faut pas toujours se dire il faut à tout prix que je fasse une cogé sur mon site. C'est avant tout les besoins, à mon sens, thermiques. Et des fois, c'est peut-être plus simple de se dire voilà, je fais une chaudière, je sais comment ça marche, je sais bien l'exploiter, je vais optimiser mon dimensionnement financier, parce que derrière, bah voilà, c'est un montage économique et financier un peu différent si on fait la cogé. Et voilà, et bon, à regarder. Ok, merci. D'ailleurs, oui, si j'en profite là-dessus, c'est que dans l'étude de faisabilité que vous ferez, on vous demande en fait de faire, si elle est financée en tout cas par l'ADEME, de faire les deux variantes. De faire la variante justement par rapport à ce que vous disiez, c'est intéressant, sur le foncier, sur les impacts que ça peut avoir, d'avoir l'étude avec uniquement pour répondre aux besoins thermiques et la variante avec la cogénération, avec éventuellement même plusieurs variantes, une grosse Ah ou oui, une moyenne d'accord. cogé. Donc, dans le cadre de l'étude d'ADEME, il faut présenter les deux Oui, formes. il faut avoir voilà, les deux solutions qui sont présentées. Il faut à minima la solution thermique seule, parce que pour nous, c'est important que vous l'ayez en dimensionnement. Que vous ne soyez pas parti directement sur la cogé sans avoir cette réflexion avant. D'accord, ok.